Nous commençons notre 7e séance autour de la question des affordances qui nous intéresse ce semestre et cette année universitaire 2023-24. Et aujourd'hui, on reçoit Pierre Boudon, qui est professeur honoraire de l'Université de Montréal au Canada et qui est probablement un des meilleurs spécialistes sémioticiens, linguistes de l'architecture et d'autres choses, donc de linguistique, de sciences de la communication, etc. Et il a publié évidemment un très très grand nombre de textes que je considère comme très importants, et dont un qui serait celui qui est un petit peu emblématique pour nous, qui s'intitule L'architecture des lieux, sémantique de l'édification et du territoire, qui a beaucoup à faire avec nos affaires d'aujourd'hui. Et donc, je pense que nous allons avoir des informations très stimulantes, puisque la théorie des affordances, ça fait un certain temps que nous en parlons avec Pierre et tous nos amis. Et cette approche des affordances est aussi indirectement corrélée avec le travail de Pierre. Et cette conférence va pouvoir nous éclairer sur son point de vue sur la question de la théorie des affordances et ses modèles théoriques d'analyse de l'espace élaborés pendant des années, et en particulier sur la notion de thème plat que Pierre va nous expliquer. Voilà, donc je vais lui laisser la parole et nous allons engager ce parcours. Pour Pierre, pour information, la communication peut être d'1 heure, elle peut dépasser si on le souhaite, mais il nous faudrait peut-être une demi-heure minimum, sinon 45 minutes. Certainement, oui. Voilà. Je suis d'accord. Hein. Oui. D'accord, merci. Alors, je te laisse la parole. Bonne communication. Bon, de toute façon, mon texte n'est pas très très long. Je pense que ça devrait tenir en 1 heure, hein, même moins, peut-être. Bon. Alors donc, je présente mon exposé. Donc, les lieux d'affordance. Les lieux d'affordance. Dans la thématique de votre séminaire. Alors, mon approche va joindre les lieux, ma problématique de délimitation d'une certaine portion d'espace enclose. Je vous entends bien, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Et celle des affordances qui correspond à un phénomène d'aperception associé ou de prise, proximité, contact. D'une certaine façon, les affordances, qui relèvent des propriétés de la Gestalt théorie, voire par exemple Kurt Lewin, correspondent à une forme d'appropriation virtuelle d'un sujet qui anticipe la saisie d'un objet, avec des guillemets, au sens indéfini du terme. À ce couple des affordances, c'est-à-dire un couple entre distance et approximation, je voudrais également situer celui qu'Aloïs Riegel a introduit entre les expressions relation optique et relation haptique. Les unes correspondant aux distances d'éloignement permettant de décrire un panorama, les autres correspondant à celles d'approximation ou de rapprochement. Dans ces deux cas, nous parlons de relations car il s'agit d'établir des rapports distanciels entre deux entités, relations que Deleuze a reprises dans sa description iconique, son étude sur les peintures de Bacon. Là, je peux mentionner en note, donc c'est dans son ouvrage Logique de la sensation, dans le tome 1, chapitre 14. Alors, Aloïs Riegel, j'imagine que bon, vous connaissez,
en particulier son livre Die Spätromische Kunstindustrie, Vienne, 2e édition, l'aptique avec un H, du verbe grec apto, hein, toucher, ne désigne pas une relation extrinsèque de l'œil au toucher, mais une possibilité du regard, un type de vision distinct de l'optique. L'art égyptien est tâté du regard, conçu pour être vu de près et comme dit Maldiné, dans la zone spatiale des proches, le regard procédant comme le toucher éprouve au même lieu la présence de la forme et du fond. Alors, nous allons reprendre également la substance d'un article d'Hermann Paré, qui s'intitule « Spatialiser haptiquement » de Deleuze à Riegel et de Riegel à Herder. C'est paru en ligne en 2009 dans les Actes sémiotiques de Limoges. Alors, dans le passage entre les relations optiques ou à distance et les relations haptiques ou de proximité, on pourrait parler de zones dans chaque cas. On pourrait bien sûr parler de relations continues en tant que mouvement de focalisation. Mais justement, il s'agit de relations discontinues ou de rupture entre elles. Très important, ça. Brutalement, on saute de rapports optiques à des rapports haptiques, marquant ainsi une discontinuité. Plus que de mouvements entre eux, il faudrait ainsi parler de régime, régime optique ou régime haptique. Tournons-nous ainsi vers le texte d'Hermann Paré, spatialisé haptiquement, qui représente un approfondissement des réflexions de Gilles Deleuze. Donc, point 2, mais qu'en est-il de l'expérience esthétique du voyant, l'expérience sensorielle du Felix aestheticus? En effet, cette dépendance essentielle que Diderot présupposait dans la vie sensorielle des aveugles, cet ajout du toucher à la vue, c'est une suggestion qui nous mène au seuil de la conception deleuzienne de l'haptique, qui est en fait la conception d'une certaine sensibilité esthétique, artistique même. L'idée de l'haptique, on le sait, est déployée dans plusieurs chapitres de son livre Francis Bacon, La logique de la sensation. Ainsi insiste Deleuze, le tableau du peintre n'est pas une réalité purement visuelle. Le tableau est un espace haptique et non pas optique. Et il explique dans son autre livre, 1000 plateaux, haptique est un meilleur mot que tactile, puisqu'il n'oppose pas deux organes des sens, mais laisse supposer que l'œil peut lui-même avoir cette fonction qui n'est pas haptique, qui n'est pas optique, pardon. Et Deleuze fait référence dans son Francis Bacon à Alois Riegel, qui est le créateur du terme haptique. Haptique, du verbe grec apto, ne désigne pas une relation extrinsèque de l'œil au toucher, mais une possibilité du regard, un type de vision distinct de l'optique. Page 116. Deleuze propose d'employer le terme haptique à chaque fois qu'il n'y aura plus subordination étroite, ni subordination relâchée ou connexion virtuelle entre la main et l'œil, mais quand la vue elle-même découvrira en soi une fonction de toucher qui lui est propre et qui n'appartient qu'à elle, distincte de sa fonction optique. Par conséquent, le peintre peint avec ses yeux seulement en tant qu'il touche avec les yeux.
La saisie, la prise de l'acte pictural marque cette activité manuelle directe qui trace la possibilité du fait de peindre. Alors, je cite Deleuze encore, le peintre prend sur le fait comme on saisira sur le vif. Et Deleuze de conclure, le fait lui-même, ce fait pictural venu de la main, c'est la constitution du troisième œil, un œil haptique, une vision haptique de l'œil. C'est comme si la dualité du tactile et de l'optique était dépassée visuellement vers cette fonction haptique. Page 151. Poursuivons cette lecture d'Hermann Parets. L'alternative haptique se distingue du paradigme optique par plusieurs traits fondamentaux. En note, l'auteur mentionne « Je suis dépendant dans cette section de Mireille Buydance, Sahara, l'esthétique de Gilles Deleuze, Paris Vrin 2005 ». Un autre livre bien utile est celui de Ronald Bogg, Deleuze on Music, Painting and the Arts, New York, Londres. Enfin, Anne Sauvagnargues, Deleuze et l'art, Paris, Presse universitaire de France, 2005, offre la présentation la plus empathique de l'esthétique deleuzienne. Je ferme ma parenthèse. L'espace haptique est avant tout un espace fluide de force, sans point identifiable, comme le Sahara, comme le sourire infini des vagues, note Deleuze. La continuité de ces orientations, sans rupture ni délimitation, sans chemin, sans repère, est essentielle à la spatialisation haptique. Deleuze évoque à ce propos le parcours nomade. Ce parcours nomade ne fonctionne pas comme une liaison, mais comme vecteur transversal. Parcours sauvage, par conséquent, qui n'est motivé que par sa propre errance. Parcours abstrait, puisque indépendant de toute forme préétablie. Il convient par conséquent de comprendre le statut de la ligne, j'ai mis entre guillemets, dans la spatialisation haptique. Deleuze soutient qu'il y a deux façons de penser la ligne, c'est très très important. La première façon est illustrée par le trajet parcouru par le bateau dans le transport maritime. La ligne y relie des points qui lui préexistent, les escales et les ports. Ainsi, la ligne y est soumise à des points et notre regard construit cette ligne, raisonnable et utile, en fonction des points qu'elle relie et en fonction de la construction d'une forme. Il faudrait dire, plus exactement, la construction d'un graphe et non d'une forme à partir de ces points d'ancrage. L'autre façon, par contre, est de considérer la ligne dans son indépendance des points, indépendance de toute directionnalité et de toute concrétude. C'est donc la ligne du parcours nomade. Alors, je note également, nous devons établir un parallèle entre cette description et celle de Tim Ingold dans son ouvrage « Une brève histoire des lignes » que vous connaissez certainement. C'est paru dans Zone sensible à Bruxelles en 2011, chapitre 3, Connecter, traverser, longer. Tim Ingold note la distinction entre promenade et assemblage est essentielle à l'argument que je développerai dans ce chapitre. Mon objectif est de montrer comment, au cours de son histoire, la ligne est progressivement détachée du mouvement qui l'avait fait naître. Autrefois, trace d'un geste continu, la ligne a été fragmentée,
sous l'influence de la modernité, est transformée en une succession de traits et de points. Comme je vais l'expliquer, cette fragmentation s'est manifestée dans plusieurs domaines connexes. Celui du voyage, où le trajet fut remplacé par le transport orienté vers une destination, celui des cartes, où le croquis cartographique fut remplacé par le plan de route, et celui de la textualité, où la tradition orale du récit fut remplacée par la structure narrative prédéfinie. De même, je continue à propos de Tim Ingold, les lignes qui connectent plusieurs destinations successives, comme celles qui relient des points, ne sont pas des traces de mouvement, mais des connecteurs point à point. Ce sont des lignes de transport. Elles diffèrent des lignes de trajet exactement de la même façon que le connecteur diffère de la trace gestuelle. Ce ne sont pas des pistes, mais des plans routiers. Enfin, pour résumer, j'ai établi un contraste entre deux modes de voyage, à savoir le trajet et le transport. Comme la ligne qui part se promener, le chemin du voyageur itinérant suit son cours, pouvant même marquer des pauses avant de reprendre. Mais il n'a ni fin ni commencement. Très important ça. Tant qu'il est sur son chemin, le voyageur est toujours quelque part. Même si tout est quelque part, mène toujours ailleurs. Le monde habité est un maillage réticulaire de ces pistes qui tend que la vie, sous son cours, continue à se tisser. Alors là, j'ai pris le schéma de Tim Ingold. Voilà. Vous le voyez? Oui. 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 D'accord. Alors, en haut, c'est le maillage. Maillage de plusieurs lignes entrecroisées, n'ayant ni début ni fin, enfin, celle de l'errance un petit peu. En bas, c'est le schéma du transport, du réseau, exactement. Vous avez des points, en quelque sorte, à partir desquels s'articulent des lignes, c'est-à-dire des distances mesurées. Voilà. C'est d'accord? Mhm. Bon. Vous m'entendez bien, non? Très bien. Bon. Pas plus vite comme ça. Non, c'est parfait. D'accord. Bon, alors. Donc, le transport, au contraire, est relié à des lieux spécifiques. Chaque déplacement orienté vers une destination spécifique a pour fonction de relocaliser les personnes et leurs effets. Le passager qui part d'un endroit pour arriver à un autre n'est nulle part entre les deux. En les réunissant, les lignes de transport forment un réseau de connexion point à point. Page 110, 111. Donc, comme je le mentionne, voilà, c'est le schéma de la page 109. Bon. Un autre, alors je reprends le texte de Hermann Paré. Un autre trait fondamental concerne l'absence absolue de toute profondeur. La sensibilité haptique n'admet qu'un seul plan, une surface sans profondeur organisée, à la manière d'une ondulation, comme je le souligne. Et c'est ce qui rend possible la fusion de l'œil et son corrélat extérieur, l'œuvre d'art ou le tableau, par exemple. Aucun récit, aucun argument, aucune sémiotique, aucune herméneutique médiative ne s'interpose entre eux. C'est ainsi que l'artiste n'impose aucune direction péremptoire, aucune nécessité d'interprétation, et qu'il ne fait voir que le travail des forces libres au-delà des formes, et par conséquent au-delà du sens. Deleuze parvient à décrire à merveille comment s'installe ainsi l'absolu de la présence.
un absolu qui ne fait qu'un avec le devenir lui-même. L'espace optique est à l'antipode de cette ambiance fusionnelle de la spatialisation haptique. L'espace optique est l'espace de la distance, de la forme polyphonique des plans organisés et en fait l'espace de la représentation. On verra que c'est un terme très important tout à l'heure, tributaire de la vision éloignée et non plus un espace vécu comme de la présence. La représentation présuppose des distances intérieures, des intervalles, des focalisations. C'est en fait le travail de l'œil que de tracer des chemins de perception et de sens, de construire des points d'ancrage, d'organiser la profondeur en perspective. La spatialisation haptique en est l'alternative. Libérée de tout désir de représentation, elle se crée la liberté du parcours nomade. Pensons par exemple à la peinture gestuelle de Pollock en termes de tressage de lignes libres et non liées. Vous connaissez le petit film sur le peintre Pollock, et on le voit tracer en quelque sorte dans une forme d'errance ces lignes. Un autre trait fondamental de l'expérience haptique réside dans sa dimension de proximité. Cette proximité haptique se manifeste d'ailleurs exemplairement dans l'acte de création artistique. Deleuze insiste sur le fait que le peintre ne peut reculer de son tableau. Il doit être trop proche, comme il dit, avec ce qu'il peint, en intime fusion dans une proximité immédiate. Il doit se fondre avec le flux de son objet. Alors, je note, c'est par ailleurs l'instruction que recommandait Marc Rothko dans la perception de ces tableaux, vus au plus près de la surface peinte à une distance n'excédant pas 50 cm, ce qui fait que ces tableaux ne devaient pas être contemplés, j'ai mis des guillemets, optiquement, mais broutés, si j'ose dire, pour... Ce trait fondamental de la proximité implique également la mise entre parenthèses de toute dimension narrative, puisque la narrativité installe une structure dialogique, présupposant le détachement des événements de l'arrière-plan, et c'est ainsi que la forme et le fond se distinguent en contraste dialectique dans la représentation. J'ajoute, dit Hermann Paré, un dernier élément dans cette caractérisation des deux sensibilités esthétiques, c'est-à-dire optique et haptique. Là où Deleuze interroge superbement le rapport riche de la main et de l'œil, dans la technique picturale de Bacon, et où il utilise ce rapport de la main et de l'œil aux tensions dynamiques pour déterminer ce qu'il en est du sens haptique de la vue. Plus la main est subordonnée, plus la vue développe un sens optique idéal. C'est absolument insuffisant de dire, constate-t-il, que l'œil juge et que les mains opèrent. Ce n'est donc pas, insiste Deleuze, que la main obéit à la vue et est ainsi subordonnée à la domination d'un code optique. Il y a des référents manuels tactiles, totalement indépendants de la programmation par l'espace optique. Il y a des référents, même quand il y a une véritable insubordination de la main à l'œil, c'est le cas de Pollock par exemple, le tableau reste une réalité visuelle, mais ce qui s'impose à la vue, c'est un espace sans forme et un mouvement sans repos qui défont l'optique.
et Deleuze de constater avec insistance que l'expérience de la profondeur, du contour, du modelé repose exactement sur cette insubordination de la main à l'égard de l'œil. Il conclut son Francis Bacon en notant avec l'iris que la main la touche, la saisie, la prise trace le fait pictural, entre guillemets, même ce qui veut dire que ce fait pictural consiste dans la constitution du troisième œil. Au point 2 maintenant. À propos du dispositif du templum, c'est-à-dire le schématisme que je vais utiliser pour en quelque sorte catégoriser les différentes notions que j'ai introduites. Après cette présentation intriquée du texte de Deleuze et de l'article d'Hermann Paré, revenons au départ de notre problématique des affordances, auxquelles nous associons maintenant un régime optique et un régime haptique, caractérisant deux Weltanschauungen distinctes. Je ne reviendrai pas sur le dispositif structural du templum organisé à partir d'un tricelle définissant un plan de référence X, Y, Z. Alors là, je vais... vous avez le schéma Will D3 là? Oui. Bon, très bien. Donc, au départ, j'ai dans le premier tableau, schéma, si vous voulez, vous avez la grande distinction que j'appellerais les métatermes entre la notion de frontière, qui est très fermée, et la notion de séparatrice, qui c'est une ligne ouverte. Bon. Donc, dans le deuxième schéma, il y a la constitution du plan de référence, du plan équatorial en quelque sorte, entre la notion de région interne et de région externe, qui sont en quelque sorte en relation de contrariété, et en troisième terme, la notion du bord qui les délimite l'une par rapport à l'autre. Le bord, c'est un bord épais au sens où l'entend Michel Deglas dans sa locologie. On va revenir sur ça. Donc, organisé à partir d'un tricelle définissant un plan de référence X, Y, Z, avec en particulier leurs termes mixtes. Alors là, les termes mixtes apparaîtront dans le troisième schéma, voyez-vous. XY, YZ, XZ, qui les relie. Alors, je note chose très importante, ces termes mixtes, c'est leur présence médiative qui départage en particulier ce templum de ce qu'on appelle classiquement le carré sémiotique grématien, outre le fait que nous avons des corrélations de contrariété et non de contradiction. Là, ce sera peut-être l'occasion de rediscuter de ces notions. On ajoutera enfin que cette structure en 3 dimensions dans l'espace, chose très importante bien sûr, le carré sémiotique de Greimas n'est qu'en 2 dimensions, et qu'elle constitue une sphère de référence noologique. Et la sphère noologique, c'est bien sûr le premier schéma, voyez-vous, entre frontière et séparatrice. Une sphère de référence noologique dont les métatermes polaires sont les symboles supérieurs dont j'ai parlé, MT+, métaterme plus, et MT-, métaterme moins, qui articulent axialement ce dispositif. Ces métatermes représentent la catégorisation de base du templum. Par exemple, les dénominations régime optique et régime haptique qui conditionneront l'ensemble des relations. Bon.
Je vais d'abord procéder localement, comme on dit en topologie. D'un côté, nous avons la notion de point de vue. Oui, je vais passer à l'autre schéma. D'un côté, nous avons la notion de point de vue. Ouais, voilà. Alors, c'est le schéma du templum référencé ou en quelque sorte paramétré, on va dire. Point de vue est ici, là. Voilà, l'opposé, ce sera le cadrage. Vous voyez l'ensemble du. Vous voyez l'ensemble du. Oui, Oui. on voit très bien. Bon, d'accord. Oui. Donc, donc, nous avons la notion de point de vue ou noise, hein, dans le langage de Husserl, en Y. Bon. Celle-ci représente symboliquement un œil, hein, comme en perspective, qui couvre un champ visuel, optique ou haptique. Hein. Le point de vue peut être en immersion lorsqu'il est absorbé dans un milieu qui l'environne, être dans une forêt entourée d'arbres, dans un souterrain comme dans un labyrinthe où l'on s'avance en tâtonnant. Ou bien il sera en contemplation. J'ai mis entre guillemets et contemplation, hein, avec un tiret entre les deux. Lorsque le même point de vue domine le paysage alentour, c'est le lieu d'un belvédère ou surplombe une scène vue du dessus, soit une vision qu'on appelle dédalienne, hein, comme on dit parfois, qui permet de contrôler un ensemble de lieux. En particulier, une vision surplombante permet de définir une ligne d'horizon entre ciel et terre, ce qui n'est pas possible dans une vision haptique. Donc, une ligne d'horizon entre ciel et terre qui ferme l'espace dans le lointain. De l'autre, nous avons un monde phénoménal, c'est le tiers terme là-haut, monde phénoménal, au pôle X qui exprime une globalité ou une noématicité, toujours en termes husserliens, en regard d'un pôle noétique oculaire. Le monde phénoménal n'est pas du tout un monde de réalité qui relèverait d'un monde fait d'objets réels, mais un monde écranique projeté. Ça, c'est vraiment capital. Hein. Franchement, c'est pas le monde réel. C'est une sorte de projection, en quelque sorte, de catégorie. Le monde phénoménal n'est pas du tout un monde de réalité, donc, qui relèverait d'un monde fait d'objets réels, mais un monde écranique, projeté. La relation qui lie le point de vue à ce monde phénoménal peut être intitulée le rapport noético-noématique dans la philosophie de Husserl. Je pense que, bon, entre ces deux pôles d'extrémité, hein, point de vue et monde phénoménal, X lié par une relation de contrariété, nous situerons la notion générale d'affordance comme mise en rapport, qu'elle soit une saisie comme forme active, très important, ou une invite comme forme passive. La notion d'affordance est une diathèse au sens syntaxique. C'est un terme mixte, hein, fondamentalement mixte, entre ces deux extrêmes comme point de bascule entre deux régimes, optique et haptique, et non un terme simple comme les extrémités Y ou X. En termes de lieu, c'est par ailleurs un recoupement entre deux zones d'externalité, celle propre à l'œil, qui est la synecdoque d'un corps, et celle propre au monde phénoménal. Le templum associe des propriétés, oui. Le templum, oui, associe des propriétés topologiques de voisinage et des propriétés logiques
types de relations. Point 3. Complétons cette analyse de notre schématisation en considérant le troisième terme de base, c'est-à-dire la notion de cadrage. Vous l'avez à l'extrême droite. La notion de cadrage, laquelle constitue un bord entre deux régions topologiques. L'une interne et l'autre externe, définies par deux types de frontières. Ça, ce sont des notions empruntées à la locologie de Michel Douglas. Une frontière, donc on aura donc une frontière dite interne vers le dedans et une frontière externe vers le dehors, faisant du templum un lieu noologique en tant que scène au sens théâtral, associant point de vue et monde phénoménal, et dont le regard, j'ai mis en italique bien sûr, traversant, le regard traversant de l'observateur constitue une prégnance. Les affordances constituent le cœur de cette scène. Donc, comme je le note, tous ces termes, frontières, région, bord, cœur, horizon, relèvent d'une quasi-topologie au sens de Michel Douglas. Voir mon livre « L'architecture des lieux », c'est bon. Voilà. De la notion de point de vue et de cadrage, on peut dériver celle d'un assemblage linéaire, comme mise à plat des relations de voisinage. Celle-ci s'oppose diamétralement à un monde phénoménal qui enveloppe la scène et son regard traversant. Comme exemple iconique formant un déroulement, on pourrait mentionner les différentes vignettes d'une bande dessinée qui développe linéairement une histoire racontée, c'est-à-dire un récit dont les événements se suivent. Pensez à Tintin, par exemple. Dans certains cas, cet assemblage linéaire se transforme en une représentation combinatoire. Oui, je ne l'ai pas mentionné là. Bon. Un tableau, donc, une représentation combinatoire, formant autant de scénettes particulières, découpant la scène principale, dans son ensemble, comme dans certains cas de bande dessinée, et dont l'ordre de lecture ne répond plus nécessairement à une linéarité. Très important. La notion de cadrage en tant que bord de séparation représente un pivot d'articulation opposé au point de vue et aux affordances, associant de son côté ce cadrage même à un monde phénoménal intégré auquel va remplir le rôle d'une incarnation. Les apparences de certains personnages familiers, par exemple, ou de certains animaux meublant la scène. Ainsi, ce monde phénoménal renvoie à deux formes constitutives inverses l'une de l'autre. En tant que fond de scène, il représente un paysage, par exemple un ciel, des arbres, un sol, des habitations, et en tant qu'incarnation de figure humaine, il représente des personnages qui se détachent de ce fond, corps, pose et gestes, habillement, qui la meublent, l'animent par leurs actions. Toute représentation picturale renvoie à ces deux types constitutifs, des surfaces étendues formant un fond et des volumes clos sur eux-mêmes formant un corps, personnage, sujet ou objet. En tant que point de vue associé à une mise en série, on aura une stratification de couches de lecture entre guillemets, alors qu'en tant que cadrage, séparation entre types de régions topologiques, la même mise en série,
et la même mise en série, on aura une désintrication des relations, ce que nous avons relevé à propos de la constitution d'un alphabet. Donc d'un côté, voyez-vous, du point de vue, on a, voyez-vous, là, couche de lecture, et donc des couches, une sériation, hein, une sorte de... qui pourront donner des couches, en quelque sorte, en profondeur, par exemple, et de l'autre côté, une désintrication, c'est-à-dire la séparation entre des, 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 des régions internes, par exemple propres à chaque case de la série, et relations externes. C'est très clair tout ça ou bien? Oui, oui. Bon, je vous fais confiance. On va poser des questions après. Oui, certainement. Par rapport à ce premier terme, donc X du montage sériel, développant soit des couches de lecture distinctes, soit une désintrication des rapports qui se superposent en profondeur, par exemple, nous aurons entre ce même cadrage, dissociant région interne et région externe, et la notion globale de monde phénoménologique, celui d'un second terme mixte, XY, donc, en tant que montage spéculaire. Ouais. Là, je ne l'ai pas mentionné dans le montage général. Enfin, voyez-vous, c'est entre le monde phénoménal et le cadrage. Donc, en tant que montage spéculaire, dual en tant que vis-à-vis détaché, soit de basculement entre figures et images, formant un entre-deux, comme dans toutes les reproductions spéculaires, images en miroir, tableaux, illustrations, soit plus généralement de dédoublement, formation de double, de simulacre, soit plus généralement en tant qu'établissement d'un monde autre. Alors là, j'ai mis des guillemets et entre monde et autre, un tiret. C'est par exemple ce que Freud appelait l'autre scène, hein, soit la coprésence de deux mondes en vis-à-vis, à la fois distincts et entrelacés, comme le réel et l'imaginaire, comme par exemple Alice dans le monde ordinaire et Alice dans le monde de la fiction, monde donc extraordinaire, entre lesquels la frontière n'est pas toujours évidente. Ainsi, dans les sociétés traditionnelles, les morts peuvent être des revenants, hein, et les vivants, morts de mort violente, des persécuteurs. Donc, il y a des entrelacements entre les vivants et les morts. Les ancêtres, la tradition s'appuie sur ce genre de considération, créant une continuité entre ces deux mondes où les places peuvent s'échanger. Là, je mets en note par l'ouvrage de Jean-Claude Schmitt, hein, vous connaissez peut-être, Les revenants, les vivants et les morts dans la société médiévale. C'était chez Gallimard en 1994. Or, dans ce montage spéculaire, c'est la notion d'identification au sens de Frege, de Gottlieb Frege. Hein, c'est une notion, c'est pas A égale B, hein, dans Gottlob Frege, dans ses écrits logiques et philosophiques, chapitres Sens et dénotation. Donc, l'identification au sens de Frege, ce n'est pas du tout la tautologie, hein, A égale A, à laquelle on pense souvent. Bien, donc, identification bien distincte de la tautologie qui crée le rapport entre deux plans, réel et imaginaire, où l'un s'assimile à l'autre. Une bonne illustration de ce rapport incarné,
j'ai mis bien sûr des guillemets, est représenté par les romans collages de Max Ernst, tels qu'Une semaine de bonté en 1934, dont aucun principe narratif n'est présent dans la succession des tableaux. Par contre, on peut parler de chaîne associative. Hein, et, là, je renvoie au livre de Werner Spies, que vous connaissez peut-être. Max Ernst, les collages, inventaires et contradictions. Je vais tout de suite vous voilà, en ce qui concerne les collages, deux parmi des dizaines et des dizaines, bien sûr. Donc, Une semaine de bonté, dont aucun principe narratif n'est présent dans la succession des tableaux. Par contre, on peut parler de chaîne associative. D'un côté, nous avons des illustrations extraites de feuilletons populaires, publiés à la fin du XIXe siècle, finement découpés au point qu'on ne perçoit plus les contours de découpage, assimilation parfaite au contexte livresque. Et de l'autre, un assemblage insolite, croisement étrange, créateur de ce qu'on a intitulé des métaphores surréalistes. Hein. Principe d'homonymie, comme chez Roussel, chez cadavre exquis, chez Breton, collage, comme dans le cas présent. Le procédé est construit sur la formation d'hybrides rappelant ceux de la mythologie antique, le centaure, le minotaure, etc., tels que ces deux exemples. Oui. Alors, là, je vais me moucher. Or, dans ce montage spéculaire, bon, ça je l'ai déjà, bon, ces objets donc, imaginaires sont des métamorphoses en tant que figures renvoyant à un fond thématique sous-jacent. Dans le cas de Ernst, le roman noir, le goût du sordide qu'on rencontre dans la littérature populaire de l'époque, la rhétorique de l'horreur qu'on retrouve chez Lautréamont, mais aussi à une ambiance intellectuelle prégnante dans les années 30, la psychanalyse, le cinéma muet. Encore une fois, le croisement des deux plans engendre une autonomisation de ces productions picturales. Un surplan esthésique, distinct des précédents et ayant sa propre logique textuelle. En particulier, ces œuvres ont un parcours spécifique qui n'est pas celui de nos activités ordinaires. Par exemple, ici, une rencontre au musée, un voyage en train. En suivant un parcours cyclique, hein, c'est-à-dire le passage de X, Y à X, donc le troisième terme, X et XY, dans le dispositif du templum, le monde phénoménal X étant dédoublé à travers une représentation, nous retrouvons les propriétés d'une apperception à la fois optique et haptique, soit le rôle des affordances. Point 4. Revenons à l'idée générale de ce dispositif. Nous avons non pas un espace unique de variation entre les différents termes rassemblés, mais un espace dual, mieux bifide, défini par un double registre entrecroisé. Registre optique, MT+, d'un regard d'ensemble et mise à distance, comme dans le cas historique des différentes constructions perspectives depuis Alberti, et un registre haptique, MT-, d'une appréhension par contact
par tâtonnement, par broutage, comme nous l'avons suggéré. Un couplage de ces deux registres dans la catégorisation supérieure des métatermes. Et alors, je vais retrouver... ah oui, là, oui, dans le optique versus haptique. Hein, d'accord ? Donc, un couplage de ces deux registres dans la catégorisation supérieure des métatermes à la manière d'une disparation spéculaire, disparation au sens de Simondon. C'est cette disparation, un visage perçu normalement et le même visage perçu dans sa proximité, qui structure la perception dont la différence n'est pas sans faire penser à un point de catastrophe en tant que basculement d'un registre à l'autre, c'est-à-dire un point de catastrophe au sens de tome. Hein. Oui. Oui, bon, là, j'ai une longue note, mais là que je vais... Bon. Oui, je note simplement que cette disparation, c'est par exemple, elle est visible dans ce qu'on appelle les propriétés du cube de Necker. Hein, le cube de Necker, dans lequel on peut voir, on peut voir le devant ou bien le derrière. Hein. Donc, non, là je vais... Là, je ne fais que... Je renvoie à Jean Petitot, Morphologie et esthétique, Paris, Maisonneuve, La Rose, dans ce qu'il appelle le principe de non-généricité. Très important, d'ailleurs. Voilà. Considérons le jeu des termes mixtes qui, comme nous l'avons dit, constitue la continuité du templum entre ces termes de base. Les termes mixtes en eux-mêmes forment une sous-complémentarité en ce qu'ils renvoient les uns aux autres indépendamment de leurs attaches initiales aux termes de base. C'est-à-dire qu'avec les termes de base, on peut constituer ou construire les termes mixtes, mais ils peuvent devenir indépendants. Ce qui structure l'ensemble, c'est d'abord la diagonale contradictoire entre le point de vue distancié, le regard, et le montage spéculaire en vis-à-vis, c'est-à-dire le XY, en tant que dualité constitutive d'un réel et d'un imaginaire, renvoyant l'un à l'autre dans ce motif de la représentation, redoublement pouvant former un monde en soi en tant qu'autoportrait, le vis-à-vis devenant un face-à-face. En second lieu, nous avons la corrélation complémentaire par rapport à la notion de monde entre ce montage spéculaire qui distancie par le regard, par la mise en scène, et la notion d'affordance dans laquelle on retrouve pleinement le thème d'un registre haptique comme contact, proximité, comme lien, adhérence avec un matériau, comme immersion en tant que point de vue. Enfin, nous avons en troisième lieu la notion de montage stériel en tant que déplacement et ou focalisation sur des objets qui plongent ces objets dans un continuum associant des points de vue et des cadrages. C'est pourquoi nous avons parlé d'une mise en place, un repérage, comme montage cinématographique associant objets et contexte attenants. On dira également que la notion de scène est le commun dénominateur de tous ces mouvements dynamiques où les objets circulent de plan en plan.
Tous ces corps, j'ai mis des guillemets là, parce que tous ces corps en déplacement créent un surcorps en tant qu'enveloppe virtuelle de leurs possibilités de mouvement. La scène étant à la fois le lieu Ike Nunc où se présentifie une certaine figure, visage, profil, reflet dans un second plan, décliné selon différents plans, gros plan, plan américain, etc., et l'ensemble qu'elle peut former avec d'autres figures, constituant ainsi une chorégraphie. Ainsi, sériellement, on peut distinguer des séquences continues ou interrompues, créant une expérience spatiale fluide et continue, où chaque espace se déploie dans le suivant, comme dans les montages photographiques de Marey ou de Muybridge, des séquences modulées, tout comme dans une symphonie. Une longue séquence a souvent un thème identifiable qui commence par un murmure et s'achève avec fracas, explorant en chemin les variations autour d'un thème central. Des séquences interrompues, la présentation d'une figure n'est pas nécessairement continue. En d'autres termes, des fragments d'expérience spatiale essentiels peuvent être rassemblés et reconstitués dans l'après-coup pour former une perception totale, sinon continue, des séquences, des séquences aléatoires. Le contingent est ici privilégié par rapport à ce qui est maîtrisé et le mouvement à travers un plan particulier ou un plan panoramique est à dessein déstructuré. Il en résulte une expérience où se recombinent en permanence d'autres expériences particulières, chaque combinaison produisant une lecture singulière de la figure retenue, des interfaces, dialogues interactifs. C'est grâce à cette notion de montage séquentiel, donc en bas là, ou montage sériel, que l'on pourra introduire la transformation montage séquentiel feuilletage en tant que duplication de plan miroir, laquelle permet de constituer la relation spéculaire comme montage d'un entredu entre réel et imaginaire. Enfin, on dira des affordances qu'elles expriment de leur côté une couche sensorielle établissant un rapport actif entre un point de vue immergé et monde formant une épaisseur des choses dont le monde perçu représente une multiplicité de couches. Ainsi, entre ces trois termes mixtes, nous avons une économie de relations qui lie les trois termes de base, le tout formant une perception locale et globale. Merci beaucoup. Voilà, j'ai terminé. Merci Pierre. Oui. Toufik, il y a eu une résonance dans la salle apparemment. Il y a un effet. Peut-être. Bah, Serait-ce ton ordinateur qui serait ouvert en même temps? non, moi j'ai pas d'ordinateur ouvert et on est obligé de mettre le microphone, sinon vous Ah nous d'accord, entendez pas. c'est très bien. Eh bien, je laisse la parole à Toufik si Non, non, tu non. veux. Donc, merci beaucoup, Pierre, de cet exposé particulièrement technique et intéressant et stimulant. Nous allons avoir beaucoup de questions à porter et c'est l'objectif du séminaire. Hein, c'est un séminaire de recherche et par conséquent, on est là pour discuter évidemment des instruments, des méthodes, De etc. toute façon, vous aurez le texte. Hein. Volontiers. J'ai envoyé. Oui, je l'ai déjà, je l'ai, mais si tu veux si tu as fait des modifications, tu me le fais parvenir. Oui, d'accord, bien sûr. Donc, ce que je propose, c'est que on laisse la parole à à nos participants, et plutôt que de la prendre nous-mêmes, et nous allons commencer nos questionnements sur l'exposé de Pierre. Merci, à vous la parole. Bon.
C'est chez qui ça, la MTS? Si Alexis, tu as des remarques, puisqu'on parle beaucoup de phénoménologie. Il y a quelqu'un qui a parlé là, je ne sais pas. Ah. Boyau, Michael. Non, c'était juste. Oui, bonjour. Non, c'était juste mon micro qui a fait une petite interférence. Je suis sincèrement désolé. J'avais pas forcément de questions. Ok. Oui. Alexis, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer comme question sur la question phénoménologique? Parce que c'est tellement riche, tellement sophistiqué qu'on en a pour notre mesure, si on peut dire. J'ai du mal à... Ole, if you want to speak and ask some questions about the work of Pierre, you are welcome. Thank you. I am afraid I got a little bit too late into to say something very sensible about this. I will enjoy the privilege of listening this time. Thank you. Je crois qu'Alexis, tu avais commencé à intervenir. Je pense que là, comme ça... à brûle pour point. J'aurais besoin plutôt de digérer l'ensemble. On n'est pas obligé de tout digérer, hein. On peut en prendre quelques petits morceaux. Bon, je vais peut-être commencer alors à ce moment-là, en attendant. Merci Pierre de toute cette, comment dire, en tout cas, intelligence de l'abstraction, parce que tu nous donnes vraiment beaucoup de choses à réfléchir et à aussi peut-être intégrer chacun de nous dans ces travaux particuliers. Moi, je voulais revenir peut-être juste comme ça pour lancer la discussion et peut-être faire réagir nos amis. Dans le schéma que tu as montré de Tim Ingold, il fait la distinction entre ce qu'il appelle le maillage d'un côté et le réseau de l'autre. Et j'avais lu déjà ces textes sur, à la fois sur la ligne, mais aussi quand il a les précédents textes sur le nomadisme, etc. Oui. Toutes les études anthropologiques qu'il avait faites auparavant dans ses premiers travaux. Et il me semble-t-il, il y a un petit souci dans cette conceptualisation, parce que dans le schéma qu'il présente comme maillage, il présuppose qu'il n'y a rien avant les indications qu'il met justement A, B, C, D, qui sont de part et d'autre de ces lignes. Et moi, je me demande, qu'est-ce qui se passe en fait. On a l'impression que ces lignes-là arrivent comme ça. Et bien entendu, d'un point de vue, j'allais dire, symbolique et de conceptualisation, c'est très commode et esthétique de montrer de l'autre côté le réseau qui commence par des points. Mais moi, je me demandais, du coup, les lignes, là, elles commencent comment? Enfin, oui, la ligne, en quelque sorte, la ligne d'errance. Oui, mais je dirais là-dessus, là-dessus, j'avais travaillé un peu et un des problèmes, par exemple, que se posait Pascal, le philosophe et mathématicien, c'est justement, en fait, quelle est cette première assiette à partir de laquelle les lignes peuvent se déployer ou l'existence peut se déployer. Et là, on a l'impression que cette assiette-là, que présuppose Tim Ingold de l'errance, elle n'existe pas. En fait, c'est comme si c'est des comment dire, comment on appelle ça, des étoiles filantes. Voilà, des étoiles filantes. Oui, enfin, disons que si on veut, par exemple, en termes esthétiques, si on veut répondre en termes esthétiques, ça fait penser un petit peu
au linéament, appelons ça comme ça, de l'abstraction, la peinture abstraite, quand un peintre libère en quelque sorte son pinceau sur une surface, et ça ne crée pas nécessairement des lignes fermées ou des lignes. C'est une sorte d'entrelac en quelque sorte. C'est un point de vue qui est assez près au fond de Deleuze d'ailleurs. Je veux dire, dans Le Pli, dans son livre sur le pli, il montre bien la distinction entre la ligne vagabonde, en quelque sorte, à partir du schéma de clé, et celle qui répond beaucoup plus à un réseau de points. Et d'ailleurs, dans toutes ces peintures, il y a cette espèce de polarité entre, disons, des configurations à points et des lignes ouvertes et vagabondes. Est-ce que la ligne vagabonde, oui, c'est une trace. Oui. Est-ce que je réponds? Oui. Non, alors évidemment, bon, le problème, c'est comment, effectivement, en topologie, comment maîtriser, en quelque sorte, cette sorte d'errance, en quelque sorte. Ça, bon, c'est un autre problème. Oui. On peut rebondir? Oui. Effectivement, comment dire, c'est comme les objets, ton travail, Pierre, oscille, bon, avec ton diagramme que nous maîtrisons mal, parce que la question du templum serait l'objet vraiment d'une journée de travail complet, uniquement sur l'argument, et pour en sortir toute la quintessence et la logique, et surtout la relation, l'articulation qui pour moi est très importante à l'organicité. Et les exemples que tu donnes, fondamentalement, sont des exemples, comment dire, civilisationnels. Tu connais ma position. J'ai abandonné d'une certaine façon la posture civilisationnelle parce qu'elle me semblait trop contraignante, trop, comment dire, elle avait son propre système, sa propre logique qui cachait peut-être les logiques naturelles profondes et qui m'intéresse particulièrement. Et ce que tu évoques là, bien sûr, dans une conférence très courte, c'est ce qui, moi, me frappait dans ton travail, en particulier dans le texte, dans le livre sur l'architecture des lieux, c'est tes diagrammes de topologie avec les ponts, comme tu dis, la cellule et le pont, avec des bords flous, etc., où on voit très bien, si j'ai l'occasion, je vais essayer de chercher, je m'en suis inspiré et j'en ai mis, j'en ai extrait des éléments d'illustration pour pouvoir communiquer. Mais ce sont des documents qui me semblent très efficaces et très signifiants, très, très puissants. Et la notion d'affordance, il semble beaucoup plus lisible peut-être pour le commun des mortels, je parle, parce que évidemment, c'est de la topologie et c'est toujours référé à Michel Douglas, donc ça fonctionne bien. Et c'est là que je me dis que les arguments sur la civilisation nous font basculer à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a les affordances qu'on pourrait dire que moi je considère appartenant, bien sûr ça fait partie de la Gestalt, mais aujourd'hui avec les sciences cognitives et les mécanismes de neurosciences, on arrive à assez bien comprendre ce qui se passe dans les mécanismes de prégnance, de saillance et donc de saisie, donc d'affordance. Et que ces notions, elles sont, comment dire, très stimulantes, très efficaces et pour ma part très, très claires. Dès lors que nous nous trouvons dans le monde, comment dire, de la philosophie, dans le monde de l'esthétique, on a une difficulté.
C'est-à-dire que déjà nous sommes dans des mondes restreints, avec des univers cognitifs spécifiques. Par exemple, tu prenais référence avec Deleuze. Les références à la haptique optique sont comment dire, des notions bien sûr très importantes. Et pour moi, l'haptique, je le généraliserais à la perception de tous les sens, bien que le terme d'haptique soit très restreint. Et en réalité, il doit y avoir quelque chose, si on peut sentir, percevoir, sentir les parfums, par exemple, si on peut se référer, alors l'haptique, c'est plutôt le tact, c'est plutôt relié à ça. C'est relié au tact, mais ça peut être relié aussi à la sensation, et ça renvoie même à l'émotionnel, qui passe dans le champ psychologique et psychanalytique. Et évidemment, dès lors que l'on est sur l'optique en peinture, c'est un champ d'investigation très spécifique. Donc, effectivement, il y a une corrélation, on peut dire un mécanisme d'affordance qui sont de l'ordre du cognitif, de la relation à la perception, de la substitution des organes sensoriels par d'autres, tels que en le réduisant, c'est-à-dire avec les pinceaux ou les crayons. Enfin, moi, si on parle de la peinture, il y a quelque chose de l'ordre il y a une hybridation des phénomènes, en fait, et des affordances. Et ça détermine un résultat. Alors, si on prend l'exemple, peut-être que chez, comment dire, l'exemple de Deleuze avec, comment se nomme-t-il, ce peintre-là, qui est très célèbre, évidemment, et qui m'échappe à chaque fois, Bacon. Voilà, faut que je pense au Bacon. Eh bien, Bacon est plus, comment dire, plus problématique parce qu'il est à la fois figuratif. Il traduit une perception qu'il a, lui, de lui-même, peut-être dans un certain nombre d'autoportraits, on voit une altération de la perception, c'est plutôt une altération de la perception, et donc il la représente, mais il y a une médiation intellectuelle, dans le fond, une intellection, si on peut dire, qui fait l'articulation. Alors que peut-être dans l'exemple que tu donnais ensuite de Jackson Pollock ou même de Rothko, on est dans un rapport très différent parce que chez Rothko, effectivement, on est à une distance de 50 cm et on est dans... ce sont ses paroles, oui. C'est ce qu'il disait. Ah oui, c'est pas étonnant. Et donc, en fonction de la surface de la toile, des anfractuosités, il y a un univers, évidemment, de perception qui se déclenche, etc., qui sont reliés à une interprétation subjective, personnelle, etc. Ce qui est plus intéressant, peut-être, c'est Jackson Pollock, parce qu'il y a là une question de lien avec les traditions indiennes, les traditions amérindiennes, des traditions de danse, de dynamique, parce que c'est très anthropologique, enfin, c'est très anthropique comme peinture, même si c'est très moderne pour la plupart des gens, c'est quand même de l'expérience d'un mouvement qui ressemble presque du jet de la bénédiction de l'eau sainte dans les baptistères ou dans les bénédictions chrétiennes, qu'on a oubliées, parce que ça, on ne s'en rappelle plus, mais c'est quand même de cet ordre-là. Il y a une sorte de jet sur la toile, qui fait que entre la physique, les phénomènes comment dire, quantiques de la matière, des particules, mais aussi du geste lui-même, de l'individu, de sa psyché, de ses événements existentiels, on a une synthèse qui se produit, donc on a une espèce de mécanisme où la toile sert et le jet et tout l'imaginaire derrière se congrue, donc afforde ensemble pour déterminer ce qui va devenir la toile qu'on va voir ensuite au musée en se demandant qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Mais c'est là que ça devient intéressant parce que les mécanismes qui produisent la toile est une affordance en réalité en tant que telle. Là. On peut dire que c'est un mécanisme dynamique vivant, peut-être civilisationnel, mais pas tant que ça, parce que la physique,
la mécanique, le jet, la matière, mais aussi la psyché, l'imaginaire de la personne et tout ce qui se joue dans son esprit s'y brident et deviennent des agents qui vont rencontrer une surface qui est la toile. Donc là, on est dans quelque chose qui me semble plus proche des mécanismes d'affordance naturelle qu'on peut retrouver sur les questions territoriales, sur les aménagements des territoires, que tu décris alors avec une grande précision dans ton livre sur l'architecture des lieux. Et les lieux ne sont rien d'autre que la rencontre, hein, enfin si je me permets, si je ne mésinterprète pas trop ce que tu dis, c'est une congruence, une rencontre entre un imaginaire humain, des croyances et puis un positionnement géographique, naturel, environnemental, qui fait que c'est là et c'est en ce lieu et c'est pas autre part. Selon qu'on est d'une civilisation ou d'une autre, on fonde des villages qui ne sont pas placés n'importe où. Et ils sont toujours, et c'est ça qui fait le lieu par définition. Et là, c'est la différence évidemment avec la question de la théorie, comment dire, de Ingold, qui parle des réseaux, des voiries, enfin des transports. Les transports, c'est des réseaux, c'est des grilles, alors que le chemin vivant, le mouvement vivant, la promenade ou l'errance, mais ce n'est pas tout à fait une errance, c'est plutôt une trajectoire en adéquation en fonction des événements, des phénomènes et de la survie finalement de la population. Donc là, il y a vraiment un enjeu de première importance pour nous, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines, c'est que nous sommes dans des infrastructures qui paralysent complètement la possibilité d'adéquation finalement, d'adéquation à la vie, de la vie au milieu, et c'est ça qui pose un énorme problème. Alors maintenant, j'en viens avec mon petit développement un petit peu lui-même un peu, randomique, randomisé. J'en arrive à la question, c'est que j'aimerais beaucoup qu'on puisse comprendre comment les phénomènes peuvent être modélisables par des structures comme celles des templats. Voilà, j'aimerais bien, je vois bien qu'il y a un enjeu extrêmement important, et pourtant, il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir encore, et qui me semble déterminant. Et si tu peux nous donner quelques explications, ou comment l'articulation entre les phénomènes, la vie, les organes, les milieux, s'articule avec le système des templats, sachant que par ailleurs, je reviens sur la question des diagrammes topologiques, tu as toute une diagrammatique topologique qui est nécessaire. Donc, comment ça s'articule, comment ça se joint? Disons, on peut toujours dire que le templum est un plan de référence c'est une sorte de section en quelque sur ce monde des intrications dont tu parles. C'est une intrication. Qu'est-ce qu'on... Oui. Est-ce que je peux rajouter une petite question, peut-être pour aider à le développement? Moi, je dirais une question vraiment un peu candide. Comment c'est venu chez toi, Pierre, cette idée de déploiement, justement, de poser ces templums la première fois, j'allais dire, et puis après, la désignation de ces différentes catégories de contrariété, etc. Voilà. Ah, c'est une histoire bien sûr qui est personnelle, qui est très liée en quelque sorte à mon travail intellectuel sur l'œuvre de Greimas, hein, sur vraiment. Oui. Et comment j'ai réussi très vite, je me suis dissocié du carré sémiotique de Greimas parce que je
partez du principe que les relations de contradiction ne permettent pas de construire des moyens termes. Il n'y a pas de relation entre... On pose des termes, mais ils sont... Il n'y a pas de rencontre après entre les termes. Non, c'est ça. Voilà. Donc, c'est toute la démarche intellectuelle, effectivement, c'est une ligne de crête. Oui, oui. Elle est très liée. Alors, c'est une sorte de complexification en quelque sorte. Je me rends bien compte maintenant, parce que les termes que j'utilise maintenant, ils sont venus petit à petit, ils sont venus. Bon, c'est vrai que on pourrait appeler ça des hexagrammes, hein, ça serait plus juste. C'est pas quatre, c'est pas deux dipôles, c'est les hexagrammes au sens de la pensée chinoise, hein, je veux dire. Et c'est d'autant plus intéressant que justement dans la pensée chinoise, dans la pensée du yin-yang, tu as deux pôles au départ. Et c'est tout un travail, on va dire, sur la déclinaison de ces des distances entre ces deux pôles par les traits, hein, traits continus, traits discontinus, assemblage, etc., qu'on arrive à en quelque sorte, à une description, bon, voilà, assez fine. Hein. Mais je crois que l'histoire, bon, je suis d'accord, effectivement, toutes ces interactions très complexes entre, effectivement, la pensée, la perception, les gestes, la gestualité, le traçage, etc. Bon, alors, j'essaye de travailler, j'essaye d'aborder les choses par strates, hein, et comment effectivement on arrive à au fond, c'est comment construire une complexité. Hein, c'est ça la question qui est soulevée par Patricio. Hein. Comment est-ce que la complexité d'emblée complexe, je crois que bon, oui, c'est ça. On peut construire cette complexité à partir d'éléments censés être très simples et petit à petit par travail de différenciation, hein, arriver à quelque chose, à une mécanique assez sophistiquée. Je ne sais pas comment... Ouais. Peut-être que pour donner un avis un peu différent et distancié, moi, ce que dans l'hexagramme que tu proposes, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, à la différence des approches de Greimas, les approches de Greimas fonctionnent fondamentalement sur des rapports de linguistique, textuels. Ils ne sont pas incorporables. Il n'y a pas, si on peut dire, le problème de l'incarnation. C'est ce problème que nous avons avec les affordances, c'est comment l'incarnation fonctionne. Et comment notre cerveau incarne le milieu et comment nos sensations interagissent avec lui et avec les êtres, les non-humains qui sont avec nous. Et ce qui est de très important, c'est que moi, c'est ce qui m'avait semblé frappant dans ton travail, c'est que les diagrammes, les hexagrammes sont sur trois niveaux, comme tu l'as dit, X, Y, Z. C'est pas seulement la question de la spatialité, parce qu'il y a une sorte d'hybridation entre la spatialité chez toi, apparemment, et les structures du langage. Parce que les structures du langage, souvent même chez Saussure, me semble-t-il, il y avait le signifiant, mais on laissait en sous-entendu le référent.
Et chez Greimas, c'est parfaitement net. Le référent, qui est l'incarnation, c'est-à-dire le champ des phénomènes, les phénomènes par excellence, ne sont pas, comment dire, sont pas diagrammatisés, si on peut dire. Il n'y a pas de diagramme là-dessus. Alors que, enfin, je ne les percevais pas en tout cas comme ça. Je voyais bien des structures d'opposition. C'est le carré aristotélicien transformé en carré sémiotique contemporain damasien. Mais là, quand on est en architecture, on est obligé de tenir compte de la troisième dimension, celle de la phénoménalité. Donc, on travaille bien avec des phénomènes, on a forcément des signifiés et on a forcément des signifiants. Les signifiants sont évidemment des marqueurs qui peuvent être naturels. En général, au départ, ils sont toujours absolument naturels. Ils se confondent avec le référent, on peut dire. Et dès lors, chez les humains, on a la capacité de mettre à distance le référent en utilisant des systèmes signifiants qui le traduisent. Donc c'est de là que naissent les écritures, d'abord la tradition des mythogrammes, puis des pictogrammes, et ensuite des idéogrammes, et évidemment des systèmes par alphabet qu'on connaît nous. Et donc c'est là que c'est intéressant parce que écrire la géométrie en architecture est une écriture et non pas un dessin. Et c'est là le postulat que moi je pose aussi, c'est que on écrit sans en avoir vraiment conscience, parce que la plupart de nos, si on regarde par exemple dans le champ de l'architecture, puisque c'est quand même notre objet central, la plupart des étudiants ne comprennent absolument rien des mécanismes du langage. Ils ne savent rien des sciences cognitives. Ils ne savent rien des questions de logique, de cohérence. Alors, je ne parle même pas de topologie qui est corrélée, etc. Donc, il y a une sorte d'ignorance intrinsèque qui fait qu'on produit en reproduisant, et c'est pour cela que ça rejoint les premières conférences qu'on avait faites l'année dernière, sur le fait que les architectes sont simplement des organes vivants qui reproduisent des modèles et des protocoles de construction qui sont déjà sophistiqués, bien sûr, mais il n'y a pas en soi de science architecturale parce qu'il n'y a pas de conscience de ce qui se joue. Donc, dans ton diagramme, ton hexagramme, il y a à la fois les structures du langage qui traversent et en même temps les questions de spatialité. Et c'est là que je pense qu'il est très articulé, ça demande une certaine lecture, d'approfondissement pour pouvoir en comprendre la sophistication. Et après, je me dis que effectivement, c'est d'où l'importance de travailler et d'approfondir toutes ces questions, et qui ne sont pas évidentes, mais voir aussi dans quelle mesure on peut en faire une communication, peut-être réajourner la question des templats en termes justement de processus d'affordance, mais en termes de cognition comment dire, de sciences cognitives et donc de neurosciences. Et je pense que là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu très important parce que c'est une modélisation structurale qui est là, mais qui doit s'articuler avec les phénomènes, qui sont, eux, non pas structuraux, ils sont complexes, qui sont multiples, articulés, etc. Et je pense que là, il y a certainement une réflexion à mener collective à partir de ton travail, où on voit bien que on ne peut pas modéliser la conception architecturale si on fait abstraction des référents et qu'on ne connaît pas les structures sémantiques, les mécanismes sémantiques, et qu'on ne comprend pas non plus les mécanismes signifiants dont l'architecture procède. Donc voilà, donc ça me semble véritablement stratégique. Et on n'a pas beaucoup de modèles, de modèles théoriques, analytiques, et c'est pour cela qu'il faut mieux qu'on tente de les clarifier. La semaine dernière, qui devait être la première séance du mois d'avril, avec Elisabeth Portamet, avait montré, et je renvoie à Alexis, sur des travaux qui avaient été faits par Peter Eisenman. Il y avait un exemple avec Gehry, et le troisième, c'était Toyo Ito.
Et là, on voyait bien qu'il y avait des modélisations qui étaient implicites. Pas chez Eisenman, qui sont, elles, particulièrement volontaires et qui travaillent sur les mécanismes du langage, etc. Et toute la question, c'est que les phénomènes naturels sont plus ou moins maîtrisés, plus ou moins... Il y a des interférences, là. Une interférence de chez Apple, apparemment. Ah bon, C'est la sonnerie Apple, voilà, ah bon. de base. Oui, tu vois, système signifiant, on a signifié, et puis après on a le sentiment qui suragit. Donc voilà, donc je crois que là, il y a vraiment une entreprise collective sur les instrumentations, sur les conceptualisations. Oui. Et je crois que la théorie des affordances jusqu'à maintenant a toujours été sous-estimée. Mais d'ailleurs, comme les structures du langage, hein, du point de vue de la société, les structures du langage sont très mal connues dans le milieu de l'architecture. Or, faire une modélisation, c'est avoir des outils qui soient fiables, mais relativement élastiques. C'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen de leur donner une certaine élasticité, une certaine facilité d'accès, et c'est là notre difficulté collective. Oui. D'où les approches systémiques, hein, comme Jésus a le principe que... Les approches systémiques, si on veut faire entrer un nombre de paramètres très important, là, on tombe très vite dans l'impossibilité de maîtriser, parce que je crois que, là encore, peut-être que je n'ai pas suffisamment précisé, il y a toute une cohérence, quand on monte petit à petit, disons, un modèle complexe, appelons ça comme ça, il y a une cohérence. Je pense que c'est ce que j'ai, bon, à la fin, c'est ce que j'essaye de montrer. Il faut que les termes restent dans des limites de cohérence. Alors que si on déballe des centaines de paramètres, oui, on peut croiser ça indéfiniment, mais est-ce qu'on a... C'est ça, au fond. Et c'est la question qui est fondamentale, justement, que tu mets en évidence, c'est que si même on a les données, alors là, on rejoint nos amis avec Michael et tout le groupe, le petit groupement des ingénieurs, c'est que les traitements des données, les informations, bien sûr qu'on en a, mais le problème, c'est qu'il faut une structure de pensée ou un modèle théorique de traitement des informations. Oui, et c'est là que se pose le problème, c'est que souvent les structures sont mathématiques ou topologiques, elles sont relationnelles, logiques, mais elles ne sont assez rarement sémantiques et linguistiques. Voilà, ou d'abord linguistique et sémantique. Parce que comment peut-on faire un modèle où les structures du langage, les systèmes signifiants qui font partie des structures, et la sémantique liée au sens, et sachant que la sémantique, ça va très loin, puisque ça va jusqu'à la psychanalyse. Oui, absolument. Comment le réel, le phénomène, si on peut dire, peut être traduit. Et ça, c'est un problème qu'on s'était posé lors de la première saison, si on peut dire, sur la question des théories des systèmes, sur la systémique architecturale, sur ces approches. Il nous faut bien des infrastructures théoriques, des modèles d'interprétation des données, pour faire même de la systémique. Parce que la systémique en elle-même, c'est pas simplement de prendre de manière aléatoire des données pour ensuite faire un traitement et faire mouliner les machines. Oui. C'est d'où l'importance d'avoir une épistémologie qui travaille en profondeur ces questions pour ensuite revenir sur le niveau informationnel, computationnel, de modélisation, qui est vraiment la grande force des ingénieurs. Je ne sais pas si Michael une idée. Si je peux dire un tout petit mot qui serait complètement naïf, ce que tu dis, Patrice, c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui pour faire progresser les ingénieries qui recherchent justement à construire des systèmes d'information. Or, qui ne traitent absolument pas bien, à mon sens, la sémantique, l'humain, et aujourd'hui, c'est la raison principale pour laquelle je suis parmi vous aujourd'hui, au-delà de l'intérêt culturel que je porte sur vos discussions.
mon intérêt professionnel est justement avec ce que vous apportez, essayer d'appréhender ce que pourraient être des outils. Mais effectivement, là, c'est un appel que je vous fais. On a besoin d'outils, de progresser, de développer des choses. Ouais. Oui, Donc merci pour l'appel du pied, Patrice. Ouais, c'était normal et tout à fait, comment dire, stratégique. Parce qu'effectivement, on ne peut pas. Tes observations rejoignent les nôtres, mais nous, d'un autre versant, si tu veux, on n'a pas la machinerie infernale qui est nécessaire, qui est inévitable. Mais tout le problème, c'est quelles sont les catégories à la racine, c'est-à-dire les ontologies qui sont à la base des modèles mis en place. Traiter le territoire, traiter la complexité, ça suppose évidemment cette infrastructure, épistémique de base. Et les structures du langage permettent, à mon avis, mais ça j'en ai parlé plusieurs fois, de trouver une transversalité qui permette d'intégrer des éléments hétérogènes. Et je pense que Michael est dans le milieu, qui est très impliqué dans le milieu des systèmes complexes, etc. Je crois que tu es vice-président, président de l'association, si je ne me trompe pas. Je suis directeur technique d'une association française d'ingénierie système, effectivement. Et mon sujet préféré, c'était l'utilisation des ontologies dans les systèmes dits industriels, les systèmes d'information. Et c'est là où ce que je disais, c'est qu'on arrive à la limite de l'exercice qu'on est capable de réaliser actuellement, qui s'appuie essentiellement sur un traitement de la donnée et pas du sens, on s'est éloigné du sens, de la sémantique et de la réelle interprétation du comportement de nos systèmes, de la complexité. Alors, je pense que c'est très utile que ces travaux qui sont très austères, parce que Pierre a une compétence, une expertise énorme en matière de structure, mais versant linguistique et sémiotique. Et c'est vrai que tout ce capital-là, je crois qu'on aurait intérêt à le revisiter du côté justement des ingénieries systèmes, etc. Et là, il y a une investigation potentielle pour une nouvelle génération de modèles, hein, ce qui nous semble de première importance, vu les questions écologiques, environnementales qu'on a à affronter. J'aimerais profiter peut-être que Pierre soit là pour revenir à son exposé. J'aimerais poser une autre question, Pierre. Oui, j'entends. Je sais, tu m'entends? J'entends très bien, oui. Ok. Je sais que tu tiens beaucoup à la notion de, justement, comme tu l'as redit tout à l'heure, à la notion de contrariété et pas de contradiction. Donc, d'opération logique, là, c'est de la logique. Voilà. Et parce que c'est celle-là qui permet justement de trouver les catégories intermédiaires et médianes. Et est-ce que, justement, est-ce que, je ne sais pas si c'est ma lecture qui est un peu stricte, mais est-ce que quand justement Tim Ingold ou par exemple Riegel, que j'apprécie énormément, là dit l'optique et l'aptique, mais avec une idée de contradiction plutôt. Et la même chose pour le maillage et le réseau, comme si on ne peut pas passer du maillage au réseau et du réseau au maillage. Est-ce que ça, tu leur fais, ces exemples-là, tu leur fais faire un autre traitement, si on peut dire, pour qu'ils rentrent dans tes templums, ou est-ce que c'est comment tu opères sur ces exemples qui paraissent au départ relever de la contradiction? Or, toi, c'est dans le templum que tu fais fonctionner, et c'est celui de la
contrariété, non, oui, de la contrariété. Il y a des, oui, il y a des contradictions dans la mesure, dans les oppositions. Oui, les oppositions, bien sûr. Oui, diamétrales. Oui, exactement, exactement. Oui. Rappelle-moi ta question. Parce Donc, que... ma question, est-ce que, par exemple, dans l'opposition optique-haptique de Riegel, que j'aime beaucoup, hein, que vraiment. Que je mets au niveau des métatermes. Alors, effectivement, Ouais. c'est bon, l'opposition entre les métatermes eux-mêmes, ça peut être considéré comme une opposition de contrariété. Enfin, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple répondre rapidement. Mais bon. Mais moi, si tu veux, de toute façon, l'exemple que j'ai pris, bon, chez machin, là, chez Riegel ou Timangel. ce sont des exemples. J'ai pas cherché à approfondir la relation qu'il établissait entre, effectivement, là, je veux dire que bon. C'est une opposition qu'on peut interpréter comme étant de Weltanschauung, de deux visions du monde différentes. Et effectivement, je crois qu'en termes anthropologiques, c'est bien la différence entre les Amérindiens et ce qui est devenu les civilisés, les gens de l'Occident. Hein, cette espèce de travail en quelque sorte cartographique. Là encore, on n'a pas encore travaillé. Il y a la question de la cartographie qui est simplement, comment dire, entrevue. Hein, entrevue. Je suis pas satisfait de mes réponses sur la cartographie, mais je crois qu'effectivement, c'est ça le. Alors la cartographie, elle passe par des médiations comme bon les instruments astronomiques par exemple. L'astrolabe, qu'est-ce qui fait que bon, on arrive à mesurer des angles, tout ça, c'est pas ça. La place de la cartographie n'est pas vraiment. Ça, je crois que c'est un problème parce que alors ça, c'est quelque chose qui doit vous préoccuper. C'est la cartographie qui fossilise en quelque sorte les relations. Hein. Au fond, la géométrie, la géométrie de l'architecte, c'est une forme de cartographie au fond. Et il réifie vraiment, il réifie des choses. Bon, alors c'est la différence entre le sentier et la route. Hein. C'est bon. C'est la question de la réification. Ah oui, ça. De la systématisation, de la typologie. Oui, c'est ça, voilà. Mais là, on revient toujours, ça, ce sont des questions phénoménologiques. Effectivement, je pense que Husserl a vraiment été allé très loin dans la définition de ces rapports difficiles à évaluer, hein, mais entre et sa notion de l'esquisse, hein, j'oublie son terme allemand, l'esquisse, le croquis, qui sont des choses qui sont qui sont des outils d'architecture, mais un peu flous, hein, enfin, fondamentaux. Et si Comment? On attend l'exposé d'Alexis avec impatience. Ah, Le ah, mot ouais. allemand, on veut pas des réponses. Ouais. le mot allemand, c'est Abschaltung. Ah oui, c'est ça. Oui, 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 tout à fait, c'est ça. Ouais. Mais l'esquisse, c'est vraiment. Alors, justement, dans mon schéma du Templum, l'esquisse, c'est vraiment au niveau linéaire.
les esquisses ne sont pas des entrelacs, je crois pas. Je ne crois pas. Hein. C'est des profils, comme des profils, des choses. C'est pas des. C'est plutôt des processus Oui. justement Alors, complexes, morphologiques, organiques, qui oui. fusionnent. Et c'est pour cela qu'on en parlait. J'avais essayé de faire une conférence il y a quelques temps là, sur le thème de l'hybridité, hybridation, etc. Eh bien, c'est plutôt les affordances tournent autour de ces questions fondamentales d'hybridation des niveaux d'information. Et ces niveaux d'information fusionnent plus ou moins selon notre sensibilité, selon notre interprétation. Et c'est là qu'il y a un enjeu de première importance. Oui. Et au fond, c'est toujours en sémiotique, le problème, c'est la pertinence. Hein, qu'est-ce qui est pertinent? Parce que voilà. tu as des centaines de possibilités, les datas, tu peux les énumérer énormément, mais la pertinence, c'est, voyez-vous, vous avez quelques datas, c'est quelques éléments pertinents et ce sont des pivots en quelque sorte, des entrées dans une problématique épistémologique. Ouais. Et d'ailleurs, si on parle d'hybridation, etc., c'est quand même des notions de génétique. Et nos problèmes fondamentalement en architecture, c'est pas de considérer la technique constructive ou l'efficacité ou la dite esthétique avec une sémiotique assez de base, de communication, hein, finalement. C'est plutôt de comprendre les mécanismes de formation, de mélange, d'hybridation, etc. Ce sont plutôt des problèmes que nous, on essaie de défendre. C'est que l'architecture est un processus organique qui fonctionne, une morphogénèse ou, plus très exactement, une hétérogénèse de multiples facteurs d'influence. Ça nous échappe pas mal. Ouais. Je ne sais pas si Alexis a quelque chose à nous dire ou qui nous réserve son savoir pour la fois prochaine. Oui. Enfin, c'est bon, petit à petit, mais enfin, bon, voilà. Parce que moi, personnellement, je pense que de m'être penché sur le rapport entre les lieux et les affordances, ça m'a permis d'affiner des choses et d'avoir une perception, une aperception plus fine. Oui, tout à fait. Mais ces notions d'aptique, optique, c'est évidemment. Et moi, je le radicaliserais, c'est-à-dire que l'aptique, je l'ouvrirais en démultipliant sa capacité qui n'est pas seulement au niveau du tact, mais de l'ensemble des systèmes de perception. En opposition à l'optique, qui, elle, est une chose très conventionnelle, qui est majoritaire et dominante, je dirais même hégémonique dans notre monde d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, surtout depuis la perspective du Quattrocento. Hein, c'est ça. Ah oui, c'est par rapport au monde médiéval. Ah, oui. Et on le retrouve déjà, le problème. C'est que le monde médiéval est dans une logique qui est analogue à celle qui est en train de se constituer aujourd'hui. C'est beaucoup plus organique, beaucoup plus traditionnelle, qui est sous-jacente avec elle n'est pas seulement, comment dire, traditionnelle, comme des sociétés traditionnelles, mais des sociétés carrément qui sont appuyées sur de l'animisme, du totémisme, etc., de multiples systèmes complexes qui font que le système est un aptique généralisé, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, mais il faudrait trouver peut-être le terme exact, mais c'est tous les perceptions. Il faudrait trouver les échelles, voilà, le niveau, les échelles, effectivement. Mais j'avoue que oui, ça c'est mon homonyme. Il faudrait demander à mon homonyme. Et après, bon, il y a discuté. Mais enfin, bon. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous veut intervenir pour conclure, parce qu'il nous reste, normalement, on a dépassé quelques minutes de plus. Non? Bon.
Moi, je préfère répondre. Il y a une question ici dans la salle. Ce n'est pas une question, c'était un commentaire pour Patrice sur tout ce que vous disiez sur Jackson Pollock. Oui, En liaison avec Tim Ingold. Il y a un article de Raphaël Julliard qui est sorti l'année dernière. Il travaille au laboratoire des sciences anthropologiques et il a écrit un article sur le rôle de l'anthropologie dans les œuvres de Jackson Pollock. d'accord. Et il a fait plusieurs références au schéma de Tim Ingold et aussi au schéma de Alfred Gell qui écrivait sur les artistes, tout ce qui était actif, Oui. passif dans l'art. Et c'est un article assez court, mais qui est bien écrit sur Pollock dans le même thème de tout ça. Voilà, c'était le commentaire. Merci. Et est-ce que c'est paru dans une revue? Oui, c'était un article, je crois que c'était en relation avec le laboratoire des sciences anthropologiques pour lequel il travaille. Je peux retrouver. Mais oui, c'était paru du coup dans une publication. Moi, ce que je connais surtout personnellement, c'est le laboratoire d'anthropologie sociale, mais je ne sais pas si c'est du Collège de France et les gens qui ont travaillé dans la ligne de Lévi-Strauss. Enfin bon. Oui, c'est ça, c'est ce laboratoire-là. Il a été traduit bizarrement en anglais, mais c'est le même laboratoire. Ah, d'accord. Bon. Eh bien, j'irai voir faire ma prospection. Merci beaucoup. Eh bien, on va se séparer là. Okay. Oui. I would just like to say thank you very much for being able to attend this brilliant seminar, and thank you, Pierre Bouton. It's been a great pleasure. I've been following you for many years, and your studies of Norbert Schulz and everything. So it's been a great pleasure. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, Ola. So, on va conclure notre séance. Et puis, écoutez, je suis désolé aussi pour les problèmes de coordination, parce que c'est toujours assez technique et difficile. Avec les technologies qui sont multiples, à superposer, et dès qu'une des couches dérape, c'est tout l'ensemble qui s'effondre. Donc, ça demande un petit peu de technique, mais c'est intéressant parce que on voit que la complexité, c'est aussi cela. Ouais. Voilà. Bon, eh bien, je vous salue. Et ça m'a fait très plaisir de merci à Pierre. Merci infiniment de ton intervention. Hein? Merci beaucoup. Merci Pierre, bon retour. Merci beaucoup. Ouais, d'accord. Merci, au revoir. Je t'enverrai les documents. Ok, oui, avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée à l'assistance technique très efficace. Merci, bonne soirée. Merci également.